Pourquoi s'établir si près d'un baril de poudre? Les zones menacées par des volcans actifs sont pourtant plutôt rares. C'est que les laves et les cendres donnent une fertilité exceptionnelle aux terres voisines des volcans. Les zones sismiques, elles, sont trop nombreuses pour être évitées. De San Francisco, établi près de la faille San Andreas, à Tokyo, construit juste au-dessus du recouvrement de deux plaques tectoniques, la population mondiale ne cesse de croître et a besoin d'espace. Mais avec le temps, les hommes oublient souvent qu'un jour, leur terre tremblera. Ce ne sont pas les habitants de la région niçoise qui diront le contraire. Pourtant, devant ces terribles menaces, il existe des mesures de prévention ou même de lutte comme on va déjà le constater avec les volcans. En Sicile, le 28 mars 83, une grosse coulée de lave descend le flanc sud de l'Etna et s'avance vers les zones habitées. La colonie de vacances Don Bosco, un bâtiment en pierre de taille, va être écrasée en 20 minutes. Devant l'ampleur des dégâts et face à 200 journalistes, le ministre italien de la Protection civile décide d'intervenir. Les ingénieurs proposent d'ouvrir une brèche à l'explosif dans la berge ouest de la coulée à 2200 mètres d'altitude pour que la lave se dévie. Un canal est creusé pour recevoir la lave détournée. En aval, un énorme barrage est construit pour contenir la lave déviée et l'empêcher d'aller vers les habitations. Le barrage atteint bientôt 500 mètres de large et 30 mètres de haut. C'est la plus grande barrière jamais construite pour enrayer une éruption. 48 trous de forage sont percés dans la paroi pour recevoir l'explosif. Au total, 25 millions de francs sont débloqués pour l'opération. Le 14 mai 83, à 4 heures du matin, 400 kg d'explosifs pulvérisent la muraille de l'Etna. Une brèche s'ouvre, mais seulement un quart de la lave y pénètre et descend le canal de dérivation. Dès le lendemain matin, la lave n'avance plus dans le canal. Tout est figé. La déviation à l'explosif est un échec. La coulée reprend alors son cours normal, mais heureusement, 48 heures plus tard, la lave se dévie d'elle-même. Elle descend le canal, bute contre l'énorme barrage et le surmonte. Un deuxième barrage est construit à la hâte, juste derrière, il contient la lave. Un beau succès, mais il était moins une. D'ailleurs, quand l'an dernier, la lave a menacé le village de Zafferana, on a tenté une fois encore de dévier la coulée à l'explosif, mais la lave a continué sa route. Finalement, c'est grâce à une diminution naturelle du débit de la lave que le front de la coulée s'est stabilisé. Pour les coulées de boue issues des cendres volcaniques, le problème est différent. La boue n'a pas la température de la roche en fusion, mais elle ratiboise tout à vitesse grand V. Elle dévale la pente du volcan à 30 voire 50 km/h et engloutit les villages en contrebas. Le Japon a connu beaucoup de catastrophes de ce type, comme ici au Sakurajima. Une seule parade, les barrages. Ils cassent l'élan de la coulée de boue, la filtrent et arrêtent les gros blocs. Seule la partie liquide s'écoule en aval où elle est canalisée. Les destructions sont minimes et il n'y a pas de victimes. Aujourd'hui, le Sakurajima est un volcan extrêmement bien surveillé. Les Japonais y ont construit des dizaines de barrages en béton, coût de l'opération 10 milliards de francs. Le déclenchement des coulées de boue est prévu grâce à la météo. À la moindre alerte, les techniciens se précipitent dans les abris d'où ils surveillent les coulées de boue sur des moniteurs vidéo. Un observatoire volcanologique automatisé prévoit la plupart des éruptions 2 à 6 heures avant qu'elles ne se produisent.
Les volcanologues simulent même des éruptions sur ordinateur. En fonction des points de sortie de la lave, ils prévoient quelles zones seront envahies. Des caméras infrarouges permettent de mesurer la température de la lave. En rouge, 900 degrés, en vert, 300 degrés. Le Sakurajima connaît en moyenne une explosion par jour. D'énormes bombes volcaniques tombent sur les routes et les habitations. L'onde de choc des explosions casse les pare-brises à plusieurs kilomètres à la ronde. Un enfer où vivent pourtant 12 000 Japonais. Pour se protéger des retombées, on trouve des abris tous les 100 mètres. Le port du casque est obligatoire pour les enfants. Une fois par an, une répétition générale a lieu. Il s'agit d'évacuer les 12 000 habitants de l'île en moins d'1 heure. Les blessés asphyxiés par les gaz volcaniques sont secourus. Les communications téléphoniques par câble étant coupées, les stations satellites prennent le relais. Si elles aussi sont interrompues, des messages écrits sont largués par hélicoptère. Chaque habitant sait où il doit se rendre, quelle route il doit emprunter, quel port il doit rejoindre, sur quel bateau il doit monter. Un bel exemple d'organisation à la japonaise.